Nous sommes arrivés à Oran la nuit. Un homme qui parlait rifin nous conduisait dans le nouveau quartier où habitaient des gens que connaissait mon père. Nous fûmes reçus par des chiens méchants qui surgissaient des grottes habitées. J'ai failli être mordu. Je marchais devant mon père qui éloignait les chiens en leur jetant des pierres ou en les menaçant de sa canne. Il les insultait et m'engueulait. « Avance, froussard, avance, que tu dévores la chair de ta putain de mère. » En marchant, je trébuchais et tombais. Il me frappa avec sa canne. Hurlant, je balbutiai des injures. Il me poussa en avant avec la crosse de la canne. Je ramassai un bâton pour chasser les chiens. Mes pieds étaient meurtris par les plantes piquantes et les pierres pointues. Il me frappait et m'insultait en criant. Je lui répondais par le silence, heureusement que je me défoulais dans ma tête. Connurent mon père et lui, et ils s'enlacèrent. L'espèce de grotte éclairée par deux lampes à huile était à peine suffisante pour 2 personnes. Sa femme, vêtue de blanc, priait. Lui portait des habits déchirés aux couleurs fanées par le temps. Sa barbe datait de quelques jours. La femme m'interrogea sur les frères et les sœurs nés en exil. Je lui répondis en disant à moitié la vérité. Il fallait bien mentir un peu. De toutes les façons, il était difficile de dire la vérité en présence de mon père. D'ailleurs, qui avait osé le faire? L'homme se renseigna auprès de mon père sur la situation des compatriotes rifins qui avaient émigré au nord et au sud du Maroc. Une vie misérable, répondit mon père. Le travail est dur dans les usines pour un salaire de misère. Malgré tout, les filles des rifins ne sont pas dans les bordels. Tu sais, tant que nous pourrons gagner un morceau de pain et une botte d'oignon, notre dignité sera sauve. La femme fut peinée en apprenant la mort de mon frère Abdelkader. Il avait connu dans le Rif, je faillis lui dire que l'enfant avait été tué. Il avait été tué par mon père. Il se tourna de nouveau vers moi et me dit « Tu devais avoir 5 ou 6 ans quand nous avons quitté le Rif. Cela fait longtemps à présent. 8 ou 9 ans. » Le 2e jour de notre arrivée, nous retrouvâmes mon oncle Driss et ma grand-mère Rkia. Il habitait au Douar Jdid. Ma tante s'était mariée avec un Marrakchi qui vivait au quartier Sérémine. Ma grand-mère, maigre et malade, me dit en me voyant « Tu es devenu grand. Bientôt tu seras un homme. Tu te marieras comme ton oncle Driss. Tu auras un travail et puis tu m'aideras un peu. N'est-ce pas ?» Mon père partit à la recherche du reste de sa famille, loin d'Oran. Moi, je suis resté chez ma tante. 3 mois plus tard, une lettre nous parvint. On apprit que mon père était retourné à Tétouan et qu'il était préférable pour moi de rester à Oran. Je travaillais avec le mari de ma tante dans la ferme d'un colon français. On trimait dans les vignes de 5 heures du matin à 6 heures du soir. Je tirais les mulets dans le sens du sillon. Mon teint brunit vite, la peau durcie par le soleil et les travaux. J'étais maigre mais pas faible. J'étais sous les ordres d'un vieillard tendre et sévère. Il se défoulait sur moi pour dissiper sa fatigue. Il me chagrinait quand il se moquait de moi en me traitant de Kabyle. « Votre pays n'a donné qu'un seul homme, Abdelkarim Khattabi. » Je ne savais pas encore qui était Abdelkarim Khattabi. Je passais 6 mois dans les vignes. Les dimanches, je chassais les moineaux le matin. Et le soir, je descendais en ville. Je tentais plusieurs fois d'escalader les arbres. Je ne réussissais pas. Le tronc était lisse. Je n'avais pas de prise sur lui. Je me fâchais. Pour qui se prend-il cet arbre? Je volai un bidon d'essence dans le garage de la ferme et mis le feu à l'arbre. Je pris un plaisir malsain à regarder le tronc craquer dans les flammes. Je pensais que le feu allait s'étendre et emporter tous les arbres. Je me rappelais le jour où j'avais mis le feu dans la haie du verger Ain Khabaz. Je n'avais pas le loisir d'assister à l'incendie. L'arbre continuait à brûler. Personne ne vint. Le tronc lisse qui me résistait devint rugueux. Je pus alors l'escalader facilement. Et si l'arbre était une femme? Je me rappelais le jour où je m'imaginais en train de brûler la robe de Fatima. Pas loin de là, je trouvais un arbre plus modeste.
Un arbre dont le tronc était à ma portée. Mes bras pouvaient l'enlacer. Je dessinais sur le tronc le corps d'une femme. Je sculptais la femme. 2 creux pour les seins et un autre entre les cuisses. Tel était l'arbre, la femme. Je déposais tante 2 oranges, tante 2 pommes dans les 2 trous. C'étaient des seins que je pouvais sucer ou mordre. Entre les cuisses de l'arbre, je mettais un mouchoir imbibé d'huile ou de beurre. Sur ce corps sculpté, je déposais l'image des plus belles femmes. Un jour, mon oncle m'appela. « Tu n'iras pas dans les vignes demain? La femme de gardien de la ferme, tu sais, monsieur Segondi, voudrait te voir. Si tu lui plais, elle te gardera pour travailler chez elle. » J'étais content, mais pourquoi à condition de lui plaire? Il me reçut gentiment, une belle femme, brunette, encore jeune. Son allure me rappela la grâce et l'élégance d'Assia. Il m'impressionna, mais j'eus une foule de pensées obscènes à son égard. Ainsi, je me réjouissais déjà d'avoir trouvé de quoi alimenter de nouveaux rêves. Il s'adressa à moi en espagnol. Je fis un effort pour trouver les quelques phrases d'espagnol que je connaissais. Je sentais qu'une nouvelle ère commençait pour moi, car la belle dame me donna un peu d'argent et 3 jours de congé avant même d'avoir travaillé. J'ai traîné dans la ville, allant de bar en café, du cinéma au cirque, avec une bouteille de vin dans la poche. La nuit, je dormais dans une baraque. Je n'étais pas seul. Tigre, le grand chien de ma tante, me tenait compagnie. La belle dame apprit les travaux domestiques et comment cuisiner quelques plats simples. Un jour, je lui ai préparé un tagine marocain qu'il aimait beaucoup. Une fois par semaine, c'était le tour de la cuisine marocaine. Je me débrouillais très bien. Cette femme me donnait un peu de bonheur. Elle rendait ma solitude moins lourde. Je ne pensais plus à l'arbre femme. Pourtant, j'avais la nostalgie des filles de Tétouan. J'avais la nostalgie de ces bordels, avec leur misère, leur insuffisance, mais aussi la joie que faisait naître en moi un corps de femme. Une bouche, un sein, un dos de femme. À Oran, j'étais un étranger. Je n'arrivais pas à trouver le chemin des bordels. Peut-être qu'avec un compagnon, les choses seraient plus faciles. Mais comment se faire un copain dans cette ville où les gens ne sourient même pas? Je voyais le patron de la femme poser ses mains sur les épaules de sa belle épouse. Je le voyais l'embrasser, l'aimer. Je leur servais le petit déjeuner au lit. L'homme, torse nu, elle en chemise de nuit. Je voyais, ou plutôt devinais, sa poitrine. Pour la première fois, il me demanda de faire quelque chose de désagréable. Laver les slips de mon mari. J'avais dit oui, malgré moi. Enfin, un homme ne doit pas laver le linge intime d'un autre homme. Je dis alors à ma patronne, « Excusez-moi, Madame Monique, mais je ne laverai pas les slips de monsieur. » Parce que ce sont des slips de monsieur. Et alors, « Excusez-moi, Madame Monique, mais chez nous, un homme ne lave pas les sous-vêtements d'un autre homme. » Il rit puis dit, « Et ceux d'une femme? Ceux d'une femme, c'est autre chose. Un homme peut les laver s'il n'arrive pas à le faire elle. » Elle sourit. « Tu es merveilleux. Pourquoi? Tu es formidable. C'est vrai que chez vous, ça ne se fait pas. » En fait, je ne savais pas très bien vrai ou faux. Je n'en savais rien. En tout cas, c'était un problème. Je restais ferme dans ma position. Il rit et passa à autre chose. Quelques jours plus tard, son mari vint m'ordonner sur un ton désagréable de lui laver ses slips. Je refusai. Il insista. Sa femme lui demanda de ne pas trop insister. Ils échangèrent des mots en français, langue que je connaissais très peu. « Mais pourquoi, bon sang, tu refuses de laver mes slips? »« Parce que c'est comme ça. »« Alors va-t'en chez toi et ne reviens plus ici. » Et puis quand encore, me disais-je, il ne manquait plus que ça. Laver la mère du patron. Non, tant pis, je retournerai à Tétouan. 3 jours plus tard, ils me reprirent à la ferme. Le père de Madame Monique, d'origine espagnole, me témoigna de sympathie. Il était étonné d'un garçon de mon âge ne sache ni lire ni écrire. « Mais chez toi, à Tétouan, on n'enseignait pas l'arabe et l'espagnol? »« Si, il y a des écoles, j'en ai entendu parler. »« Et pourquoi tu n'y as pas été? »« Parce que mon père n'a pas pensé à me mettre à l'école. »« C'est lui ou toi qui ne voulais pas aller à l'école? »« Je ne sais pas. Moi, je n'aurais pas fui à l'école. Mais notre famille est très pauvre, et pour l'école, ça demande des moyens. Un peu d'argent. »
Il regarda un moment mon front et dit: C'est dû à quoi cette cicatrice? J'ai été renversé par un vélo au moment de traverser. Les soirées d'été à Oran sont longues. Les vieux jouent aux dames. Les jeunes s'amusent à se battre avec les cannes. Les femmes restent chez elles ou s'assoient sur le seuil de la maison pour bavarder entre elles. Les enfants sont partout, jouent avec des objets qu'ils fabriquent. Mes patrons me menèrent avec eux à Sidi Bel Abbès. J'ai retrouvé le père de Monique. Il m'aimait bien. C'était celui qui m'aimait le plus. Je me suis promené dans la ville étrangère. La rue principale et la cathédrale m'ont plu. J'entendis des Espagnols bavarder entre eux. Tant de gens autour de moi. Je n'osais pas leur parler. J'étais seul. J'aperçus de loin un cirque, spectacle à 5 heures. On devait repartir à Oran à 6 heures. Je fumais, triste. Je bus 2 verres de vin dans un bar espagnol. J'entrai aux eaux qui accompagnaient le cirque. Je m'arrêtai devant la cage d'un singe. Les enfants le taquinaient. Il était méchant. Ce fut rapide. Je reçus en plein visage les griffes du singe. J'étais en sang. Les gosses riaient et s'apitoyaient. Le gardien les éloigna. Le singe, furieux, montrait ses dents. J'oubliai ma douleur lorsque je vis un couple qui devait travailler au cirque s'embrasser amoureusement. Il était beau et émouvant dans leur habit de lumière. Je pensais que c'est beau la vie du cirque. Des images et des souvenirs traversèrent mon esprit. Je revoyais le jardin d'Ain Khabaz, assis en levant sa robe, mon corps glissant sur le corps de Fatima, les putains de Sania, les cuisses chaudes des femmes. C'était cela ma nostalgie. Une parente de ma patronne mit de l'iode sur mon visage et me laissa dans le jardin. Un jardin négligé et sauvage. Un lieu qui me remplit de tristesse. Dans mon roseau, 2 bancs délaissés couverts de poussière, des objets cassés, des étoffes déchirées, jetées dans ce jardin oublié. J'étais là à regarder ces choses du temps et de l'oubli. Des moines ont gazouillé, laissant tomber leurs crottes sur mes épaules. Le soir, nous retournâmes à Oran. Les blessures sur mon visage commençaient à se cicatriser. Le dimanche, je restais seul dans la ferme. J'allumai la radio puis l'éteignai. Je mis en marche le phonographe. Je ne comprenais pas les paroles des chansons, mais la musique m'emportait vers des horizons bleus et verts. Ma patronne savait que j'aimais beaucoup le Danube bleu. Quand elle était de bonne humeur, il me disait: Je vais te faire entendre ton disque préféré. Strauss est un grand musicien. J'ouvris l'album de photos familiales. Je le regardai rapidement. Ma patronne toute jeune. Grandis vite, dis-je. En tournant les pages, les années défilaient. Je m'arrêtai devant une photo de plage. Elle, sortant de l'eau, son mari étendu sur le sable. Sur d'autres photos, il était tout nu, juste les mains posées sur son pubis. Debout, penché en avant ou assis sur le divan, sa poitrine magnifique, j'entendis sa voix au fond de mes pensées. « Tu aimes cette position ? Superbe. » Sur une autre photo, il était étendu sur le divan. Les mains derrière la tête, ses jambes légèrement écartées, cette position m'excitait. C'était un appel violent à mon désir. « Tu es à moi. » Qui a pris ces photos ? Son mari ? Si moi aussi j'avais un appareil, j'aurais photographié assis à s'approchant du bassin, se baignant nu, cherchant ses vêtements, effrayé, en fuite. Je descendis dans la cave célébrer mon mariage imaginaire. Il y avait là des réserves de bon vin. Je me versai un verre et pris du fromage et des olives. Je buvais lentement. Je goûtais avec joie. J'avais posé en face de moi la photo de Monique. Il me faisait de l'œil. J'ai insufflé de la vie. Monique s'étira montrant son buste. Il devait être en ce moment dans les bras de son mari. Je pris une savonnette parfumée et un verre d'eau tiède, la photo provoquant en moi la sensation d'un désir violent, comme dans un rêve. Est-ce la photo qui habitait mon imagination, ou était-ce moi qui m'étais entièrement donné à cette image? J'étais de plus en plus excité. Une violence traversait mon corps. Je sortis mon pénis et le caressai. Il gonfle, rougit et halète. Ma bouche s'emplissait de salive. Un ciel de toutes les couleurs s'imposait à moi. Toutes les couleurs et aucune de bien précise. J'entendis des pas, je fermai vite ma braguette. C'était Monique. « Que fais-tu là ? Que fais-tu avec cet album ?» Il prit son album, je la suivis. « Qui t'a permis de regarder mes photos ?» Il me donna une gifle.
Ce fut pour moi un grand plaisir. Tu as bu, n'est-ce pas? Je ne t'autorise absolument pas à faire ça ici. Je m'en allais dans les champs en compagnie de Tigre, le chien. Je pensais en verre de vin et au parfum de la savonnette. Monique allait dire, il utilise aussi ma savonnette. Je peur. Elle sait à présent que je me sers d'elle en son absence, que je l'introduis dans mon imaginaire. Le train avait écrasé le bétail. Les ouvriers étaient là à constater les dégâts. Ils égorgèrent des brebis blessées. La nuit, on entendit les cris des chacals venus dévorer les charognes. Si j'étais un agneau dans ce troupeau, les chacals seraient en ce moment en train de me déchirer le ventre. Tigre fut attaqué par les chacals. Il était tout en sang. Je réveillai ma tante qui le soigna. « Ses blessures sont profondes, dit-elle. Il a dû être attaqué par 5 ou 6 chacals. » Je l'attachai dans ma cabane. Je le voyais en train de mourir à petit feu. Il mourut au milieu de la nuit. Le matin, j'emmenai son corps sur une charrette et l'enterrai sous un olivier. C'était la première fois que j'enterrais un corps. J'eus un sentiment étrange. Pourquoi le destin a-t-il réservé une telle mort à ce chien? Le berger était un idiot. Le chien aussi, mais au moins lui ne savait pas ce que c'est que la mort. Le monde doit déborder d'idiotie. Et moi, suis-je idiot? Je ne voulais plus revenir chez ma patronne, j'avais encore peur. Ma tante me dit, « Si tu n'as pas envie de revenir chez Madame Segondi, à toi de voir. En tout cas, il faudra que tu retrouves du travail. » Monique vint voir ma tante, je faisais l'interprète, ma tante ne parlait que le rifin et le dialecte marocain. Monique me parlait en espagnol. Elle en savait des choses, elle me parut plus gentille. Les femmes, quel univers compliqué. Je n'arriverai jamais à les comprendre. Quand on pense qu'ils vont provoquer une catastrophe, elles vous sauvent. Le contraire est aussi vrai. Tout dépend de leur état d'esprit. Monique ne me détestait donc pas, mais elle se sentit obligée de me faire des reproches. « Tu n'es pas malade? »« Non, pas du tout. »« Alors pourquoi tu n'es pas venu travailler ?» Après un silence, je dis, « Tigre a été tué par les chacals cette nuit. »« Oui, je sais. Le mari de ta tante me l'a dit. C'était un beau chien, le pauvre. Où l'as-tu enterré? »« Sous l'olivier. »« Tu as bien fait. Le mari de ta tante trouvera un autre chien. » Quelle peine, un chien s'en va, un autre arrive. Oh mon Dieu, sois miséricordieux aussi avec les chiens. Je me levai, il me retint, je sentis sa main sur ma peau. Une sensation forte. Il n'a pas dû en parler avec son mari. Lui, je le détestais comme mon père. Elle, je l'aimais comme ma mère. Je passais mon temps à rêver. Je rêvais que je m'envolais, que je vivais dans une cave tapissée de soie, illuminée de couleurs vives, parfumée d'encens. Je levai la main et on m'apportait un plateau rempli de tout ce que j'aime. Je claquais des doigts et apparaissait alors une jeune fille pure, jamais approchée. Elle dansait nue au milieu de l'encens et de la lumière des bougies. Un matin, je surpris Monique se dirigeant vers la salle de bain. Elle avait pris un slip et du coton d'un tiroir. J'avais déjà remarqué du coton plein de sang dans la poubelle. D'où vient ce sang? Je regardai par le trou de la serrure. Monique enleva sa culotte et s'assit sur le bidet. Que faisait-elle? Elle urinait peut-être? Elle avait un beau derrière? Étrange. Monique pisse. Monique chie. J'aurais voulu qu'elle ne fît rien de tel. Elle se lavait et passait ses doigts dans sa toison. Elle posait une serviette blanche dans sa blessure. J'avais déjà vu ce genre d'opération au bordel de Tétouan. Toutes les femmes perdent donc du sang? Mais Monique la belle perd du sang? Si c'est tout le temps, c'est tout simplement répugnant. Je partis dans les champs avec un enfant des voisins, elle était plus jeune que moi. Je lui avais dit que nous allions chasser beaucoup de moineaux. C'était un enfant fin et beau. Il avait les joues roses et portait un short. Ses lèvres étaient d'un rouge vif. Nous mangeâmes de la viande grillée et des œufs durs sous l'olivier. Il fuma et but avec moi. « Je fume et je bois pour la première fois, me dit-il. Je lui dis comme on m'avait dit à Tétouan. La prochaine fois, tu ne tousseras pas en fumant et puis tu ne seras pas écœuré. C'est toujours comme ça la première fois. Moi aussi je suis passé par là. Tu as eu le vertige toi aussi? Oui, un peu. Nous étions dans les champs de blé, ses lèvres brillaient au soleil. Je me couchai sur le dos, il vint près de moi. Je me rappelais une chanson qui commençait ainsi. J'étais amoureux d'une Vandalouse jeune, belle et brune. C'était un enfant.
Le désir traversait tout mon corps. Un enfant, mon pénis était déjà en érection, mes yeux étaient mouillés de plaisir. Que veux-tu me faire? N'aie pas peur, tu es beau, viens là contre moi. Je le caressais, mon envie était puissante et folle. Dis, je n'aime pas ce genre de choses. Je le suppliai des yeux. Il essaya de se lever. Je le retins avec force. Mon corps tremblait de plaisir. J'étais fou de désir. Il se détacha et voulut s'enfuir. Je m'agrippai à ses jambes et montai sur lui. Je le possédais. Il était en moi. Je me plaindrai à ma mère. Je le dirai à mon père. Je me plaindrai. Et même s'il se plaignait à toutes les mères du monde, il me mordait la main. Il mordait dans la terre. Il me giflait. Il me griffait. Je mordais sa nuque. Il s'arrêta de crier et de se débattre. La chaleur de nos corps nous unissait. Je caressais son pénis qui commençait à s'ériger dans ma main. Il avait du plaisir. J'embrassais sa nuque, ses cheveux, sa bouche. Le salaud, il le dit à ses parents. Ma tante m'engueula. Je peur, mais je niais tout. Je lui jurai que j'étais innocent. J'étais dégoûté par les plaisirs de mon corps. Je pleurais. Le lendemain, je vis ma tante demander pardon à la mère de l'enfant. Elle lui baisa la tête. Je crachai sur mon corps. Tu dois faire beaucoup de peine à ta mère à Tétouan. Sois raisonnable. Sans lui répondre, j'imaginais ce dialogue. Comment être raisonnable? Comment? Ne fais pas ce qui est mauvais. Mais j'aime ce qui est mauvais. Cela me procure du plaisir. Je ne te comprends pas. À Tétouan, je pouvais aller me perdre entre les cuisses des putains. Tu ne veux quand même pas que je me perde entre tes cuisses? Mon nick appartient à son nom. Toi, ton mari et moi. Ma patronne était complaisante avec moi. Il me pardonnait ma paresse et mes rêveries. Il me dit d'un jour: Tu voudrais bien revoir tes parents, Tétouan? Je pensais: Donne-moi tes cuisses, je te donnerai toute ma famille. Nostalgie, Tétouan, les femmes, le vin et le kiff. Folie, Tétouan est folle. Je suis le fou de Tétouan. Elle est ma nostalgie. Un rang, point de folie. J'irai chercher de par le monde un lieu pour ma folie. Écoute, me dit-elle, on va t'offrir un mois de vacances pour que tu ailles voir tes parents. Tu reviendras ensuite. J'acceptai. Je voyais rarement ma grand-mère et mon oncle. Ils venaient de temps en temps. Mon oncle nous rendait quelquefois visite, mais je ne le voyais pas. Je n'avais pas beaucoup de tendresse pour eux. Je ne les aimais pas. Je ne la haïssais pas non plus. Je ne m'étais attaché à Oran que le jour où je devais la quitter. Un proverbe dit: on entre à Oran pressé, on la quitte en s'enfuyant. En route, je pensais: Tétouan ou Oran. L'une est une jolie prison et l'autre un bel exil. Je préfère la prison chez moi à la liberté en exil. Je passais 2 jours à Mlilia et un jour à Nador. Je parlais d'Oran à des gens qui ne la connaissaient que le nom. L'un d'eux me dit: Il y en a qui immigrent vers Oran et toi tu la quittes.